Les 4 années d'occupation ont beaucoup aggravé les divisions entre les Français. Alors qu'une minorité s'est levée pour résister, une poignée d'autres a pris fait et cause pour l'occupant. Comment la France, qui s'est compromise pendant 4 ans avec l'ennemi, pouvait-elle se reconstruire et retrouver sa crédibilité envers les Alliés sans éliminer ses traîtres? La reconstruction du pays imposait une épuration. L'épuration débute en pleine occupation. Entre 1940 et 1944, la résistance exécute les collaborationnistes ou les délateurs les plus dangereux. Une lutte qui s'intensifie en 1944 lors des combats pour la libération. En tout, ces combats entraînent la mort d'environ 7000 personnes qui avaient pris parti pour l'ennemi. Rien à voir avec une épuration sauvage, il s'agit bien de réels actes de guerre. Par contre, après la libération, ont lieu par endroits des exécutions sommaires ou des simulacres de procès. Ils concernent principalement des miliciens ou des auxiliaires avérés des nazis. Mais dans certains cas, ce ne sont que des règlements de compte personnels ou politiques. En dehors de toute justice régulière, de soi-disant tribunaux du peuple expédient à la mort des personnes dans des conditions parfois insoutenables. Dans plusieurs régions, les fêtes de la libération sont entachées de dérapages injustifiables. Cette épuration sauvage fait environ 2000 morts. Dans le même temps, des femmes accusées de collaboration ou délatrices sont traînées dans les rues et tondues. À travers ces cérémonies d'un goût douteux, des femmes sont les boucs émissaires d'une population qui cherche à se laver des souillures contractées pendant 4 ans au contact de l'occupant. La violence de ces images ne doit pourtant pas nous induire en erreur. L'épuration extrajudiciaire est restée limitée. Cette violence a été souvent brève et localisée. La libération n'a pas été un moment de grand règlement de compte et de massacres généralisés. La guerre civile n'a pas eu lieu. Mais pour la plupart des responsables politiques de l'époque, cette épuration extrajudiciaire doit cesser au plus vite. Le retour à l'ordre s'impose. À partir de l'automne 1944, l'État républicain se remet progressivement en marche. Une épuration judiciaire et légale prend le relais de la justice expéditive des premières semaines. Une haute cour de justice est chargée de juger les principaux dirigeants du régime de Vichy, en tout une centaine d'hommes. Des cours de justice et des tribunaux militaires complètent le dispositif et jouent le rôle de cour d'assises. Le procès le plus attendu est bien sûr celui de Pétain. En avril 1945, le maréchal a choisi de rentrer en France pour répondre de ses actes. Le procès s'ouvre le 23 juillet 1945. Il va durer 3 semaines. Deux chefs d'inculpation principaux sont retenus. Complot contre la République et trahison au profit de l'ennemi. Pétain, entouré de 3 avocats, fait une longue déclaration pour se justifier. J'ai passé ma vie au service de la France. Le pouvoir m'a été confié légitimement. De ce pouvoir, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies de la libération. L'histoire dira tout ce que je vous ai évité. Pendant 4 ans, il aurait donc tout fait pour protéger les Français. C'était oublier un peu vite la mort de la République, Montoire, la traque des résistants, les lois d'exclusion, les camps d'internement, les rafles et la milice. Autant de décisions prises librement par le régime et sans pression allemande et que Pétain a toujours approuvé. Le procureur Mornay
fait lecture de lettres écrites par le maréchal qui détaillent son refus d'aider les Américains en Afrique du Nord et ses messages de sympathie à Hitler. La victoire de vos armes sur le bolchevisme offre plus encore qu'il y a un an à cette collaboration un motif de s'affirmer désormais en des œuvres pacifiques pour la grandeur d'une Europe transformée. Sur ces chemins de la haute civilisation, le peuple allemand et le peuple français sont assurés de se rencontrer et d'unir leurs efforts. C'est le vœu sincère et profond que je forme. Pétain n'a jamais rien fait pour aider les Alliés. Il a toujours facilité le travail de l'occupant, même dans les pires moments. La défense charge Laval, invoque le détournement d'un vieillard, fatigué et manipulé. Mais Laval, cité comme témoin, montre que Pétain a approuvé toutes ces mesures et réfute la thèse du double jeu. D'ailleurs, Laval n'était pas toujours là, le maréchal, si. Et le procureur de conclure « Je me demande comment la situation aurait pu être pire ». Le 15 août, le verdict tombe. L'indignité nationale et condamnation à mort. 2 jours plus tard, De Gaulle commue cette peine en détention à perpétuité. Viennent ensuite les procès des ténors vichysois que l'on a pu arrêter. Des procès le plus souvent rapidement expédiés et bâclés, comme celui de Laval dont l'instruction est bouclée en 4 séances. Au terme de ces procès, la Haute Cour prononce 18 sentences de mort, 3 sont exécutées. L'épuration ne touche pas que les responsables du régime. Les députés et sénateurs qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et ne sont pas ensuite entrés dans la résistance doivent se retirer de la vie politique. Au sein de l'administration, près de 30 000 fonctionnaires sont sanctionnés, notamment dans la police. L'épuration est particulièrement sévère parmi les journalistes et les intellectuels qui ont fait les louanges du fascisme et de la collaboration. Toute la presse vichysoise ou collaborationniste est balayée. À l'inverse, l'épuration économique est très modérée. Les patrons ayant collaboré plaident la contrainte de l'occupant, la nécessité de sauver leur entreprise et les emplois. En clair, ils n'avaient pas le choix. Cette défense est parfois recevable. Mais que dire quand les bénéfices ont explosé ou quand les chefs d'entreprise sont volontairement allés au-devant de l'occupant pour négocier de juteux contrats? L'épuration laisse ici courir bon nombre de profiteurs de guerre connus. Mis à part quelques cas célèbres comme les procès Renault ou Berlier, la plupart des patrons qui se sont compromis avec l'occupant s'en tirent avec des amendes. Dans le BTP, les entreprises qui se sont enrichies à construire des aérodromes ou des fortifications pour les Allemands sont les mêmes qui reconstruisent le pays à la Libération. En 1945, la nécessité de relever le pays et de maintenir la continuité de l'État l'ont donc souvent emporté. Environ 125 000 personnes sont passées devant les cours de justice au titre de l'épuration. Les 3/4 ont été condamnés, la plupart à des peines de prison, de travaux forcés ou d'indignité nationale. 1500 condamnations à mort prononcées par des tribunaux réguliers ont été exécutées. Ces chiffres sont loin d'être négligeables. Malgré cela, l'épuration laisse pourtant un goût amer à beaucoup de monde. Trop clémente pour les uns, trop sévère pour les autres, beaucoup l'ont jugée ratée. Il est vrai que bien des manques et des lacunes peuvent être relevés. L'épuration a été plus sévère au début qu'à la fin, elle a frappé plus durement certains milieux que d'autres, et elle a relativement épargné les exécutants de la solution finale. René Bousquet est un bon exemple des limites de cette épuration. Jugé en 1949, il passe dans les derniers et s'en sort indemne. En
En France, la notion de crime contre l'humanité, pourtant définie en 1945, n'est alors pas appliquée. L'épuration avait un goût d'inachevé. Il faut attendre 1964 pour que les crimes contre l'humanité soient rendus imprescriptibles. Ce qui a permis de rouvrir certains dossiers et de juger des hommes soupçonnés de complicité dans le génocide des Juifs. Pourtant, malgré toutes ces imperfections, l'épuration a eu lieu et elle a frappé du haut en bas des hiérarchies, aussi bien les chefs que les simples exécutants. Le renouvellement des hommes politiques a été fait et la plupart de ceux qui se sont le plus compromis avec l'occupant ont dû répondre de leurs actes. Et le bilan va bien au-delà du simple décompte des morts. À la Libération, c'est toute la société qui est en épuration et qui stigmatise les mauvais Français. L'épuration a déçu, mais pouvait-il en être autrement? En 1944, les attentes des Français sont très fortes et très contradictoires. Ils veulent à la fois une justice rapide et équitable, une dure sanction des traîtres et le retour à la paix. Des exigences trop opposées pour être pleinement satisfaites et qui ne pouvaient qu'engendrer des sentiments de frustration. L'épuration ne pouvait sans doute pas à elle seule solder d'un coup tous les comptes de 4 ans d'une guerre épouvantable.